Bonjour à tous. Notre chapitre porte sur le rendement privé social de l'éducation secondaire, à deux niveaux, en fait, au bac et maîtrise, en fait pour les années 2005 et 2010. Cette étude a été faite avec mes collègues Annabelle Fortin, Brigitte Miller, bien sûr François Vaillancourt. Je vais brièvement parler de notre méthodologie et les données que nous avons choisies avant de vous présenter les résultats. Intuitivement, peut-être juste discuter peut-être de quoi on parle quand on parle des rendements. D'abord, on examine les bénéfices monétaires de l'éducation postsecondaire. Par le bénéfice monétaire, on se concentre sur deux sortes de rendements. D'abord, le rendement privé, qui est plus au niveau individuel, donc qui aide finalement les étudiants, les individus à faire peut-être un choix plus éclairé en termes d'investir ou non dans le capital humain et à poursuivre des études postsecondaires. On peut aussi parler des rendements sociaux, à savoir que si c'est la société finalement qui bénéficie des études postsecondaires, quel serait le taux de cet investissement dans les établissements postsecondaires. Il y a plusieurs études en fait qui ont repris la même méthodologie. Je reviendrai à ce point-là plus tard. Au niveau des rendements, il y a en fait, on a pu constater, c'est qu'il y a avant 2000 et après 2000. Les rendements, dépendant de l'année qu'on choisit, ça peut changer, mais toujours, il n'en reste pas moins que les rendements à la fois privés et sociaux sont très élevés. Donc, c'est un point que je peux peut-être revenir après si on a le temps. Donc, très rapidement, en termes de méthodologie, donc, pour mesurer le rendement, on utilise le taux de rendement interne, donc finalement, qui est cette équation, qui est finalement la valeur présente des bénéfices et des coûts liés à l'éducation postsecondaire. Donc, en termes de, si on parle au niveau individuel, l'index A, c'est le profil de revenu que je vais en fait vous montrer sous peu. Après l'investissement en éducation postsecondaire, par exemple, en poursuivant un baccalauréat universitaire, et le B, qui est finalement le profil de revenu qu'on obtient avant l'investissement. Donc, si quelqu'un décide de ne pas poursuivre un baccalauréat et entrer sur le marché du travail avec son diplôme d'études secondaires. Et donc, le différentiel entre A et B serait en fait le différentiel du revenu qu'un individu gagnerait en poursuivant des études secondaires. Donc, quand on parle des rendements, par exemple, de baccalauréat, c'est toujours comparé au profil de revenu que l'individu aurait si il rentrait sur le marché du travail avec son diplôme secondaire. Quand on parle du rendement de la maîtrise de cycle supérieur, en ce cas-là, on examine juste la maîtrise par le doctorat. Ça serait le rendement qu'un individu aurait, et en se basant sur le profil de gain qu'un individu aurait en poursuivant une maîtrise plutôt que d'entrer sur le marché du travail avec son baccalauréat. Donc, le taux de rendement dans ce cas-là, ça va être le petit r. Et les coûts, donc, il y a plusieurs types de coûts, composants de coûts qu'on peut distinguer quand on parle de l'éducation postsecondaire. Il y a bien sûr le fait de scolarité. Quand on parle de rendement privé, on va tenir compte de cette frais de scolarité-là. Également, les dépenses en livres, logiciels et tout ce qui est matériel scolaire. Il y a également, comme j'ai parlé du différentiel de revenus, le revenu non gagné, donc le revenu qu'un individu renonce pendant 5 ans, par exemple, en poursuivant un baccalauréat plutôt que continuer plutôt qu'entrer sur le marché du travail avec un diplôme secondaire. Et bien sûr, quand on parle de rendements sociaux, il faut tenir compte aussi des subventions publiques aux universités, surtout quand on parle au Québec. On sait qu'il y a des subventions, et donc à ce moment-là, les rendements sociaux devraient tenir compte de ces subventions-là. Quand on parle justement des coûts publics, donc on parle de tous ces coûts-là, en termes de revenus non gagnés, on parle des revenus bruts et également des subventions. Quand on parle des coûts privés, ça va être des frais de scolarité, les dépenses en matériel scolaire et les revenus nets qu'un individu gagnerait en poursuivant une étude postsecondaire, par exemple, sur un bac universitaire plutôt que d'entrer sur le marché du travail avec un diplôme secondaire. Et
les profils de revenus que nous avons en fait estimés, c'est basé sur l'équation du ministère, donc une équation de une régression qui est en fait qui estime le revenu dépendant de l'âge de l'individu. Euh, Nous avons fait aussi l'hypothèse que, quand on parle justement des revenus renoncés, que finalement, il y a une part du revenu qu'un étudiant, même en poursuivant un bac, pourrait gagner, c'est un tiers en fait des revenus, parce que normalement, la scolarité universitaire dure 8 mois sur 12. Donc, durant l'été, on a supposé que l'étudiant en question pouvait en fait travailler et donc récupérer une partie des revenus renoncés qui a fait en sorte qu'il a poursuivi des études postsecondaires. Nous, on compare 2005 et 2010, donc s'appuie sur notre étude qui a été basée sur le recensement. Pour 2010, en fait, ça s'appuie sur l'étude de Porta, qui est basée sur l'enquête nationale auprès des ménages. Peut-être peut-être un point sur l'enquête nationale auprès des ménages, parce qu'une autre alternative, c'est l'enquête sur la population active. Le point de l'enquête sur la population basée sur l'enquête nationale auprès des ménages. Donc, quand on parle de profil de revenu des jeunes et des autres enquêtes en fait sur les humains. Par contre, en ce qui est vraiment profil de revenu entre justement, on voit à 25-30 ans jusqu'à 55 ans, par exemple, il y a vraiment un grand écart. L'enquête sur la population active, en fait, sous-estime le revenu annuel des individus, ce qui a été, en fait, parce qu'en fait, on n'a pas de données annuelles sur le revenu, on a des taux horaires, et nous assumons, par exemple, que ces taux horaires-là, donc un individu travaille 50 semaines durant l'année. Donc, à ce moment-là, il y a une possibilité de sous-estimation. Miller 2017 en fait montre qu'il y a une sous-estimation, surtout pour les diplômés de baccalauréat, quand on parle de profil de revenu basé sur l'enquête sur la population active. Donc, c'est pour ça que finalement, nous avons décidé de nous baser sur l'enquête nationale auprès des ménages pour estimer les profils de revenus et par conséquent les taux de rendement privés et sociaux pour l'année 2010. Toujours, donc, en termes de comparaison et donc, en termes de, par exemple, de rendements sociaux, pour le baccalauréat, il n'y a pas une très grande différence. La différence se joue plutôt en termes de rendement privé. Pour les rendements sociaux, c'est deux enquêtes qu'on compare en termes de résultats qu'on obtient en termes de rendements sociaux. Et donc, voici nos résultats en fait pour l'année 2005 et 2010. Les femmes sont en fait plus importants que sur le présent. Un autre point intéressant, c'est progressif de 2005 à 2012. On observe également que la maîtrise, le rapport de bac, ça vous gagnez par la maîtrise, en fait, de rentrer par rapport au baccalauréat, en fait, on voit que les sont moins élevés en fait le deuxième cycle que pour le diplôme de premier cycle. Et pour le doctorat, on n'a pas estimé, c'était trop déprimant. Donc, on n'a pas fait. Donc, comme je mentionne, les résultats de rendement privé sont plus élevés, étant donné que les coûts totaux, quand on a justement au niveau des coûts totaux de l'éducation universitaire, de l'éducation postsecondaire, étant donné que les coûts sociaux sont plus élevés en raison de subventions, on observe aussi les taux de rendement moins élevés, sociaux moins élevés que les taux de rendement privés. Quand on regarde les profils de revenus, on voit effectivement le rendement progressé de 2005 à 2010 parce qu'on tire à meilleur
revenu de travail annuel. Et quand on regarde aussi les taux de chômage en 2010 par rapport à 2005, on voit que le taux de chômage, par exemple, pour les individus ayant un diplôme d'études secondaires a augmenté de 7,7 à 8,7, tandis que pour les individus détenant un baccalauréat universitaire, ça diminue de 6,5 à 5. Donc, le fait que justement le chômage est moins élevé pour justement les individus ayant un baccalauréat universitaire, ça peut expliquer également l'écart du taux de rendement de 2005. Et effectivement, ça c'est le type de profil de revenu, le différentiel en A-P. Durant la vie active, c'est différent pour les hommes, pour les femmes, s'ils ont un diplôme de baccalauréat par rapport à s'ils avaient un diplôme d'études secondaires. Effectivement, avec un diplôme. Et finalement, juste un petit peu de comparaison. Similaire à une méthodologie similaire à une progression quand même assez importante en termes de rendement privé des gens et encore plus, progression plus importante pour le cas. En termes de rendement social aussi, on peut également voir une progression étant donné que en fait, les frais de scolarité ont légèrement augmenté, mais la progression bien sûr n'est pas aussi importante en termes et voilà, donc en conclusion, donc, comme je mentionnais, les rendements, les taux de rendement à la fois privée, sociale, non frontière entre 2005 et 2010. Et le baccalauréat, en fait, offre toujours un bon rendement à la fois au niveau social et au niveau privé pour les hommes que pour les femmes. Voilà, merci.